si vous voulez marquer oui ou non sur le chat, comme ça je saurai si tout fonctionne bien. Parfait. Merci Thierry. Alors, bienvenue sur MBA Time, le salon virtuel de MBA, qui vient d'ouvrir ses portes ce matin. Donc, c'est la première édition. Tous les exposants vous attendent après la conférence pour répondre à vos questions et vous donner plus de renseignements sur leur programme. Vous pourrez chatter avec les exposants, voir les autres conférences, participer aux ateliers et télécharger tous les documents dont vous avez besoin. Donc, pour commencer cette première conférence, j'ai choisi le thème le plus accessible, en fait, celui qui intéressera sans doute le plus grand nombre d'entre vous, à savoir comment choisir son MBA. Parce qu'un MBA, chacun le sait, c'est un investissement conséquent en termes financiers d'une part, et puis aussi c'est un investissement personnel qu'il faut bien prendre en compte. Et le MBA, c'est aussi un diplôme qui n'est pas légiféré de manière très stricte. Donc en fait, chacun peut décider d'ouvrir son MBA. Alors nous, là-dedans, comment savoir le MBA qui nous correspond le mieux, qui soit valable et qui corresponde à ses ambitions? Parce qu'en fait, ce que je vais essayer de montrer dans cette conférence, c'est que entre, disons, une dizaine de MBA de valeur équivalente, certains vous seront très profitables et d'autres beaucoup moins. Parce que on est tous différents, on a tous des projets différents, et qu'en fait, une formation comme un MBA doit se choisir sur mesure par rapport à ses propres ambitions et ses propres objectifs professionnels. Donc, pour choisir son MBA, je vais vous montrer qu'en fait, il faut vraiment penser de manière très réfléchie à sa trajectoire professionnelle, étudier tous les formats de programmes qui se présentent à vous, part-time, full-time, etc., et enfin, étudier tous les programmes en détail. Alors, concernant votre trajectoire professionnelle, il y a absolument 4 questions fondamentales à se poser. La première, demandez-vous quel type de poste vous souhaitez atteindre. Voilà, en fait, selon les postes en interne ou en externe que vous souhaitez atteindre, vous aurez ou non besoin d'un MBA et d'un MBA différent. Ensuite, dans quelle entreprise rêvez-vous de travailler? Voilà, ça c'est une question à laquelle chacun pense à toutes les étapes de sa carrière. Est-ce qu'on veut travailler dans une entreprise franco-française, dans une entreprise internationale? Est-ce que on se sent plus leader d'une start-up ou travaillant en évolution dans une PME? Ou est-ce qu'on a envie d'être partie d'un grand groupe international? Voilà, ça c'est vraiment les questions à se poser. Une autre question très importante, c'est quel niveau. Je vois que certains d'entre vous n'ont pas de son, alors je vais peut-être faire une petite pause pour qu'on fasse un réglage. Peut-être. Voilà, alors est-ce que vous m'entendez? Oui, alors je pense que ça fonctionne. Donc ceux qui n'ont pas de son, peut-être brancher un casque ou vérifier que la sortie son de votre ordinateur fonctionne bien. Par ailleurs, la conférence sera disponible en podcast dès sa fin, donc vous pourrez toujours la regarder après. Alors, bon, je vais continuer du coup pour ceux qui ont le son. J'espère que les autres pourront faire leur réglage. Donc la troisième question à se poser, c'est quel niveau de salaire vous souhaitez atteindre? Parce qu'effectivement, comme pour toute opération marketing, finalement, faire une formation pour soi-même, c'est aussi une opération marketing pour sa propre carrière. Et ceux qui travaillent là-dedans le savent bien, outre la création, ce qui compte le plus, c'est le retour sur investissement. Donc on voit une formation qui coûte 30 000 €. Si on veut passer à un salaire qui ne le mérite pas, certes, vous serez enrichi personnellement, vous aurez travaillé votre réseau, mais si vous ne rentrez pas dans vos frais sur 5 ans, ça va être compliqué. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien réfléchir. Et enfin, la dernière question, c'est quel investissement vous êtes prêt à fournir? Donc, en investissement en temps et en argent. Voilà, parce que le MBA, il faut vraiment pas le négliger, c'est 1 an, voire 2 ans de travail à plein temps que vous allez conjuguer avec votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et c'est aussi un investissement financier très conséquent.
qui demande un plan de financement également adapté à la formation. Alors, pour faire un MBA, en fait, pour savoir si vous êtes prêt ou non, on peut dire qu'il y a des bonnes motivations et qu'il y a des moins bonnes motivations. Donc, on va essayer de faire la part des choses pour bien savoir où on se situe. C'est sûr que le MBA, c'est le tremplin idéal pour donner une autre direction à sa carrière. Le MBA vous permet de changer de cap. Grâce au MBA, on peut changer de secteur, d'activité ou de fonction. En effet, si vous faites un MBA spécialisé, vous allez pouvoir travailler dans l'agroalimentaire ou dans le luxe alors que vous n'en faisiez pas forcément partie au départ. Vous pouvez aussi changer d'activité, bien sûr, ou de fonction en interne. Par exemple, vous étiez au marketing ou aux ressources humaines et vous souhaitez accéder à des postes de management plus globaux. Autre chose, les MBA sont aussi composés au moins pour la moitié de profils ingénieurs. Donc du coup, c'est sûr que quand on est un ingénieur, qu'on a une formation technique, on fait partie d'une entreprise, mais on se dit comment moi, avec mon bagage technique, je vais pouvoir arriver à proposer quelque chose de plus pour mon entreprise ou pour celle que je vise. Donc voilà, le MBA, dans certains cas, s'avère la solution idéale pour changer de cap et accéder à des postes de management plus importants. Donc ce MBA-là, il va vous amener les compétences nécessaires pour comprendre des domaines auxquels vous n'étiez pas destiné initialement. La plupart des gens qui font des MBA disent des mots du genre qui cherchaient une bouffée d'oxygène, qui voulaient voir s'ils étaient capables de faire autre chose, etc. Donc ça va vraiment amener un second souffle à votre carrière. La deuxième bonne motivation, et finalement c'est celle qui peut-être nous intéressera le plus, parce que c'est ce qu'on garde le plus finalement à la fin d'une vie, c'est le développement personnel. En effet, le MBA, c'est une formation intense qui va vous permettre de développer votre culture managériale et votre réseau professionnel. Votre culture managériale, parce qu'en fait, le MBA, dans la plupart des MBA, il y a des intervenants du monde de l'entreprise qui vont venir vous faire part de leur expérience, le corps professoral, etc. Et puis également le réseau professionnel, parce que dans une promotion où on est entre 20 et 50 personnes, on va côtoyer d'autres gens comme nous qui en sont au même point de leur carrière, mais qui viennent d'horizons différents, qui travaillent dans des secteurs différents, à des postes différents. Et toutes ces personnes avec qui on va travailler pendant 1 voire 2 ans, on va tisser des liens. Et donc c'est un réseau comme ça qu'on va créer. Et c'est particulièrement important aussi quand en formation initiale, on n'a pas eu la chance ou l'occasion de faire une école ou une formation où on avait ce réseau-là. Ça permet de le développer à partir de 30 ans. Donc c'est vraiment très important pour après avoir des contacts pour changer de secteur ou éventuellement même prospecter. Voilà. Donc de fait, c'est sûr qu'un titulaire d'Executive MBA voit sa carrière évoluer, son salaire progresser, mais attention, il n'y a pas de règle. Si vous n'avez pas de plan de carrière vraiment fixé, le MBA ne sera que moins utile. Et la dernière, mais il doit y en avoir d'autres, d'ailleurs vous pourrez en faire part à la fin de la conférence si vous avez des idées. La dernière bonne motivation à mes yeux, c'est si on souhaite s'internationaliser. En effet, le MBA, c'est un des rares diplômes qui est reconnu à l'international. On verra tout à l'heure les classements du Financial Times ou Business Week ou The Economist. Les MBA, même si on ne les fait pas aux États-Unis ou en Angleterre, sont reconnus. Enfin, les meilleurs, ou en tout cas, il faut bien être sûr que le MBA qu'on choisit soit valable. Alors pourquoi ce MBA est intéressant si vous souhaitez vous internationaliser? En fait, c'est une formation qui va vous ouvrir des portes au-delà de vos frontières. Au-delà de vos frontières et qui aussi va aborder les thématiques de l'entreprise sous un angle international. Donc c'est vrai que si on travaille dans une entreprise franco-française et qu'on souhaite aller à l'étranger, on n'a pas forcément cette vision du business à l'étranger. On voit les choses dans un cadre qu'on connaît depuis le départ et on manque un peu d'oxygène. Donc le MBA, lui, au contraire, va vous amener d'autres modèles de comparaison. La plupart des programmes vous proposeront des séjours à l'étranger, des séjours professionnels au cours desquels vous allez faire des études de cas, vous écouterez d'autres professionnels en Inde, en Chine,
dans les pays en développement ou alors même dans les pays, par exemple, à la Silicon Valley, pour ceux qui sont intéressés par les modèles Internet et la fracture numérique. Du coup, c'est vraiment un diplôme qui va vous amener une autre façon de voir les choses et c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, une autre raison, c'est que la plupart des MBA sont dispensés en anglais. Donc, ils vous permettront aussi de perfectionner votre niveau de langue. D'ailleurs, la plupart des MBA vous imposent de passer le GMAT, donc je ne sais pas si tout le monde connaît cet examen. Rassurez-vous, tous les programmes ne demandent pas ça, mais le GMAT, c'est un examen en anglais qui teste à la fois la logique du participant, mais aussi son niveau de langue. Donc c'est très important de se préparer à ça pour ceux qui souhaitent faire les MBA les plus recherchés, c'est vraiment très important. Alors, attaquons les mauvaises motivations. Alors, mauvaise motivation, c'est effectivement un terme à prendre avec un peu de quelques mesures. Hein. C'est évidemment tout n'est ni noir ni blanc. Mais disons que le MBA n'est pas forcément une baguette magique qui vous permet de faire tout et n'importe quoi. Voilà, si vous souhaitez gagner beaucoup d'argent très vite, bon, je suis pas sûre qu'il y ait une seule solution miracle, surtout en ces temps de crise, malheureusement. Mais le MBA, en effet, va vous permettre d'évoluer dans votre carrière et donc d'un point de vue salarial, mais ce n'est pas non plus la ruée vers l'or. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de plan de carrière bien solidement établi, c'est pas le MBA qui va vous faire doubler votre salaire en 6 mois. C'est pas, malheureusement, c'est pas si facile. Le deuxième péché capital, ça serait la soif de gloire. En effet, on se dit, tiens, j'ai envie de faire briller mon CV, faire un MBA, j'aurai ce logo magique dans ma partie diplôme et rien qu'avec ça, ça va m'aider. C'est sûr que oui, ça va vous aider, c'est évident, c'est le but. Mais là encore, si le MBA ne fait pas partie d'un parcours professionnel cohérent, il va pas suffire à faire reluire votre CV. Donc, réfléchissez bien, vous, par rapport à là où vous en êtes, là où vous voulez aller, est-ce que c'est le bon moment? C'est une question de timing souvent, parce que chacun on a son parcours, on a son plan de carrière, mais si on fait le MBA un peu trop tôt, par exemple à la fin de ses études, ou un peu trop tard, en fin de carrière, ça sera beaucoup moins intéressant. Et le dernier péché, je dirais que c'est aussi l'attrait de la facilité. Ben, ça reprend un peu les deux premiers, mais c'est sûr que si on imagine au départ que le MBA va faire décoller la carrière immédiatement, c'est une impasse. En effet, le MBA va jamais pouvoir faire décoller une carrière qui est à un point mort ou en ralentissement. Le meilleur timing sans doute pour un MBA, c'est au moment où vous avez, si vous souhaitez rester dans l'entreprise, on va dire, vous avez déjà votre poste depuis 2 ans, voire 3 ans, et vous êtes au top, mais il vous manque quelque chose pour passer à la vitesse supérieure, vous voulez partir, voir d'autres horizons, là c'est le bon moment. Si vous venez, je dis, bon, par exemple, de vous faire licencier et que vous n'avez pas forcément de perspective, réfléchissez bien. C'est pas forcément le bon moment pour faire un MBA. Et voilà, et enfin une dernière mauvaise raison à mes yeux de faire un MBA, c'est la question de la folie des grandeurs, c'est-à-dire est-ce que le programme est bien dimensionné à nos ambitions. Parce qu'il n'y a pas de mauvais projet professionnel, mais si on souhaite diriger une TPE familiale, je suis pas sûre que faire un MBA soit nécessaire. Vous allez pouvoir trouver des masters spécialisés ou d'autres types de formations qui vous amèneront les compétences sur mesure pour votre projet. Voilà, donc il ne faudrait pas dépenser une somme inadéquate par rapport à un projet qui serait déconnecté en fait de ce programme. Donc finalement, la clé à mes yeux déjà pour choisir son MBA, c'est déjà est-ce que c'est le bon programme pour moi et faire le point sur tous les aspects de sa carrière. Alors la deuxième question qu'on va aborder, c'est les différents formats des MBA. En effet, si vous êtes déjà un peu renseigné, peut-être pour certains sur les MBA, il y a des formats part-time, des formats full-time. Enfin, on s'en sort pas trop si on n'est pas vraiment initié à ça. Alors le part-time, en fait, c'est quoi? C'est à mi-temps, voilà. Donc c'est un programme où les cours vont se dérouler le soir et les week-ends sur une durée qui va aller d'1 an et demi à 2 ans.
Donc c'est le format finalement qui, à mon avis, aujourd'hui rencontre le plus de succès parce que on peut rester à son poste. Voilà, c'est ça le premier avantage du part-time, c'est qu'on garde son emploi. Donc deux atouts à ça. Déjà un atout financier, c'est que certes, vous payez votre formation, mais vous continuez à percevoir votre salaire, donc c'est quand même important. Et aussi, dans une stratégie d'évolution au sein de son entreprise, pour évoluer dans son entreprise, il vaut mieux pas la quitter pendant 1 an et demi parce qu'on est vite oublié. Voilà, donc le part-time a cet atout-là de continuer à être présent dans son équipe. Le deuxième atout, à mon avis, c'est de pouvoir appliquer ses connaissances au fur et à mesure. Finalement, ce qui est bien, c'est que le week-end, vous allez faire des cas théoriques avec des applications dans des structures qui ne sont pas la vôtre. Vous allez apprendre des tas de concepts que vous ignorez. Et puis le lundi, en retournant au travail, au fur et à mesure, pendant l'année ou les 2 ans qui sont devant vous, vous allez pouvoir les appliquer. Donc voir ce qui marche pas. Et ça va se nourrir, puisque après, le week-end, quand vous retournerez dans votre formation, vous pourrez faire part de votre expérience. Et chacun autour de vous, tous vos camarades de promo, seront dans la même situation, donc vous pourrez échanger vos expériences personnelles. Et un autre avantage de cette formation, c'est de prendre du recul. Voilà, au moins, grâce au MBA, vous allez pouvoir prendre du recul sur toutes vos pratiques quotidiennes. Donc, vous faites le même métier depuis, disons, 5 ans, 8 ans, voire 10 ans, et vous savez plus si ce que vous faites, ça marche, mais vous savez pas forcément pourquoi. Quand ça marche pas, vous savez pas non plus forcément pourquoi. Donc, ce MBA va vous permettre de poser les questions à vos pairs, au corps professoral, et de prendre du recul sur vos pratiques qui sont devenues pour la plupart des habitudes, bonnes ou mauvaises. Par contre, il y a quelques inconvénients au part-time. C'est déjà, vous allez devoir gérer une double charge de travail. Comme vous continuez votre métier et vous faites votre formation en continu, qui demande beaucoup de travail, vous allez vraiment avoir une double journée devant vous. Donc c'est vraiment pas évident et ça va vous demander de concilier la vie étudiante du MBA, la vie professionnelle et votre vie privée. Il y a un petit adage qui dit que souvent les gens divorcent au cours de leur MBA. Alors faut pas voir les choses de manière si négative évidemment, mais c'est sûr que c'est une formation qui va par moments être dure, pousser certains à bout, et donc c'est aussi votre conjoint qui va devoir assurer d'autres tâches pour vous. On en parlera plus tard, mais c'est vraiment voilà, merci Thomas, c'est vraiment pas à négliger. C'est quelque chose de très important. Le deuxième format possible, c'est le full-time. Donc le full-time, c'est quand vous allez vraiment faire une rupture dans votre carrière et vous allez retourner à votre vie étudiante comme vous avez pu la connaître entre 18 et 25 ans. Donc là, vous allez être en immersion totale dans le programme. Donc le full-time, vous pouvez le faire en France, mais c'est aussi très appliqué pour les MBA anglo-saxons. Donc si vous souhaitez partir à l'étranger, faire un MBA aux États-Unis ou en Angleterre, vous partez, vous coupez, et là vous dites au revoir à votre métier actuel et vous vous lancez dans autre chose. Donc l'avantage de ça, c'est effectivement d'être en immersion, vous êtes à 100% dans l'apprentissage et vous vous souciez d'aucun impératif professionnel, vous n'avez pas de pression de ce côté-là. Donc ça peut être intéressant pour certains d'entre nous, pas de contraintes professionnelles. Et aussi, donc, c'est un programme souvent davantage internationalisé. Pourquoi ? D'une part, parce que beaucoup de ces programmes sont à l'étranger, donc vous vous expatriez, mais aussi parce que ces programmes attirent beaucoup d'étrangers. Donc, dans vos promotions, vous allez être en contact avec des nationalités différentes. Et je pense que pour la plupart, les programmes full-time peuvent brasser encore plus de cultures différentes. Alors... Donc, pardon, je me suis laissée perturber par le forum. Les inconvénients du full-time, c'est le même avantage finalement, c'est le revers de la médaille, c'est que votre carrière est entre parenthèses. Donc, effectivement, si vous souhaitiez rester dans l'entreprise, ça va être délicat. C'est quelque chose à négocier, donc c'est pas forcément le format le plus adapté. Et par ailleurs, je pense que c'est un programme qui demande un investissement personnel encore plus intense, parce qu'il est plus concentré, il dure moins longtemps, et vous allez devoir vraiment travailler à fond pendant la durée du programme.
une autre chose à regarder, c'est les MBA spécialisés. Parce que finalement, tous les MBA dont je parle plus ou moins jusqu'à présent sont les Global MBA, donc ceux qui prennent en compte l'entreprise dans son ensemble. Les MBA spécialisés vont aussi prendre en compte l'entreprise dans son ensemble. Vous allez apprendre plein de choses. Mais leur avantage, c'est qu'ils vont proposer des cours ciblés sur un domaine particulier, comme le luxe, le tourisme, le vin, le développement durable ou même l'entrepreneuriat. Donc ça, ce sont souvent aussi des promotions qui sont moins nombreuses et qui ont un profil spécifique. Donc là, l'avantage d'un tel programme, c'est que vous allez pouvoir échanger avec vos pairs sur votre secteur de prédilection. Par exemple, si vous souhaitez travailler dans le tourisme ou dans le vin, vous allez être en contact avec des gens qui ont exactement les mêmes ambitions que vous, qui ont le même réseau, sans doute un réseau peut-être plus développé ou un peu différent. Donc vous allez pouvoir mettre tout ça en commun et ça sera vraiment très enrichissant. Et puis également, c'est vraiment le programme type qui va vous permettre d'accélérer votre changement de cap et votre progression professionnelle. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Par contre, effectivement, si vous ne souhaitez pas travailler dans un domaine particulier, c'est sûr que faire un MBA spécialisé sera vraiment, oui, ça sera hors sujet, quoi. C'est pas la peine de faire une telle formation. L'autre type de MBA, dont on parlait tout à l'heure, c'est les MBA internationaux. Donc il y a des MBA européens. On en a quelques-uns présents sur le salon MBA Time. Donc si vous voulez leur poser toutes les questions sur leur programme et leurs spécificités, vous pourrez le faire. Ils ont leur stand et les interlocuteurs vous attendent. Par exemple, on peut citer le MBA McGill HEC Montréal, l'IE également à Madrid, l'université d'Oxford, Saïd Business School, et il y en a encore d'autres comme la Bocconi à Milan ou le MBA de Lausanne. Donc tous ces MBA-là, en général, ils se font en 1 an, mais ça, faut mieux regarder le programme de chaque programme. Et ils ont chacun des identités propres. C'est-à-dire que, par exemple, la Bocconi à Milan est plus proche de l'industrie du luxe. Donc sans être un MBA spécialisé, c'est sûr qu'il va vous apporter des connaissances sur ce secteur. Le MBA de l'IE Madrid, lui, apporte une dimension entrepreneuriale assez forte. Donc pour ceux qui souhaitent créer une entreprise ou qui sont intéressés par ces problématiques-là, c'est un MBA tout à fait recommandé. Celui de Lausanne, lui, est réputé pour mettre plus l'accent sur le leadership et le développement personnel. Donc là, vous allez avoir plus de coaching, etc. Donc tout ça, finalement, ça va vous demander un travail d'investigation assez fouillé pour découvrir quel MBA se rapproche le plus de votre projet de carrière. Alors il y a une chose à noter, c'est que ces MBA, même s'ils sont très prestigieux sur le marché français, ils ne bénéficient pas forcément d'une grande notoriété. Donc, si vous souhaitez travailler en Espagne ou en Italie ou en Suisse, c'est sûr que ça sera très bien puisque vous allez développer un réseau sur place tout à fait adapté, approprié à votre projet d'expatriation. Maintenant, si vous souhaitez revenir en France, le réseau professionnel que vous aurez tissé à l'étranger, vous ne pourrez pas l'exploiter de manière aussi intelligente qu'un MBA franco-français. Donc c'est quelque chose à considérer aussi. Et aussi, évidemment, on ne peut pas parler d'un MBA sans parler des fameux MBA anglo-saxons. Donc ce sont vraiment, effectivement, des MBA très prestigieux et très utiles pour ceux qui souhaitent travailler aux États-Unis ou en Angleterre. Évidemment, parce qu'ils sont référencés dans leur pays, vous avez un réseau professionnel sur place, les problématiques abordées seront celles du pays et du système de fonctionnement anglo-saxon. En droit notamment, donc c'est quelque chose de très valable. Le conseil là-dessus, que ce soit aux États-Unis comme ailleurs, choisissez une valeur sûre, parce qu'en effet, même si un MBA est américain, c'est pas forcément un MBA de première classe, donc il faut vraiment bien se renseigner sur la valeur du programme. Alors justement, comment se repérer dans tous ces MBA une fois qu'on sait que c'est le bon moment pour nous de faire un MBA, une fois qu'on a compris qu'on voulait plus un format part-time ou full-time parce que c'était adapté à notre vie et qu'on a choisi son pays a priori, comment savoir quel MBA choisir? Alors pour ça, en fait, il y a 3 labels incontournables. Ce sont des lettres qui font un peu peur parfois et qu'on voit, on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc je vais essayer de défricher ce terrain-là.
Donc le premier label incontournable, c'est le AASSB. Donc c'est un label américain qui évalue la qualité de l'école et qui est valable pour 5 ans. Donc en fait, c'est un label qui a été créé il y a très longtemps, en 1916, mais qui est arrivé en Europe il y a seulement 5 ans. Alors AASSB, pardon, ça signifie Association to Advance Collegiate Schools of Business. Voilà, donc vous aurez appris quelque chose ce matin. Vous allez pouvoir dire lors de vos entretiens de recrutement MBA ce que signifie le label. Donc en fait, voilà, tout ça pour dire que c'est une association américaine qui délivre une accréditation. Cette accréditation est reconnue dans le monde entier, donc ça vous permet de choisir un MBA qui a une certaine notoriété. Et l'accréditation est délivrée aux meilleures universités et écoles de commerce. Alors qu'est-ce qu'il évalue? La qualité de l'école par rapport à certains critères, comme le niveau académique des professeurs. En fait, pour avoir le label, il faut qu'au moins 60% des enseignants soient enseignants-chercheurs. Voilà, donc ça amène une certaine fiabilité théorique. Ça évalue aussi les moyens mis en œuvre par l'école et la pertinence de la démarche pédagogique. Alors, il y a quelque chose à noter, c'est que ce label, il évalue peu la dimension internationale et les relations de l'entreprise, de l'école avec les entreprises. Et il y a autre chose à noter qui est vraiment étonnant et auquel il faut vraiment prêter attention, c'est que parfois certaines écoles affichent ce logo sur leur plaquette, mais en fait elles ne sont pas accréditées par ce label, elles sont juste membres de l'association. Vous vous rappelez quand j'ai dit ce que ça signifiait? C'est Association to Advance, etc. Donc en fait, en payant une cotisation, on peut être membre de l'association et ne pas être accrédité. Donc ça, c'est évidemment un leurre auquel il faut vraiment faire attention pour ne pas tomber dans le piège. L'autre label très connu, c'est le label EQUIS. Alors lui, je crois que c'est le label le plus dur à obtenir pour une école. C'est un label européen qui est lui basé à Bruxelles et qui signifie European Quality Improvement System. Donc c'est un système d'accréditation, pareil, qui juge la qualité des activités de l'école, mais qui lui prend en compte véritablement le degré d'internationalisation de l'école. Donc il est délivré aux écoles qui ont des relations étroites avec le monde de l'entreprise, avec un solide potentiel en recherche et avec le monde international. Lui, il est donné pour une durée de 3 ou 5 ans. Voilà, donc c'est sans doute ce qui se fait de mieux en matière d'enseignement du management. C'est aussi visiblement le label qui est le plus difficile à obtenir pour les institutions. Et le dernier label, c'est le label AMBA. Donc ça, c'est le dernier label, c'est un label britannique qui accrédite que les masters et les MBA. Parce que les autres labels accréditent les universités dans leur ensemble. Ça aussi, il faut faire attention parce que finalement, c'est l'école qui est accréditée, mais le programme en question en fait partie. Mais c'est différent, c'est-à-dire que c'est l'école. Alors que ce label-là, MBA, lui, il accrédite que ça. Donc ça cible vraiment bien la chose. Et aussi, toutes les écoles et les MBA qui ont cette accréditation sont tenus d'offrir un système de recherche d'aide à l'emploi pour leurs diplômés. Donc ça, c'est très utile pour ceux qui font ces MBA-là. Quand vous en sortez, vous avez un système qui vous aide à trouver un emploi, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas lâché dans la nature. Alors effectivement, le top, c'est de trouver l'école qui correspond à vos souhaits et qui bénéficie des 3 accréditations. Mais c'est pas évidemment donné à tous les programmes, mais si le programme bénéficie d'une des 3, c'est déjà très bien. Voilà. Alors aussi, il n'y a pas que les labels, il y a aussi les classements qui font la pluie et le beau temps dans le monde des MBA. Le classement FT, c'est sans doute un des plus connus, vous le connaissez probablement. C'est le Financial Times qui chaque année classe les MBA en fonction de leur performance. Donc ça, c'est le classement qui est attendu comme le Messie, que ce soit par les écoles ou par les participants. Donc c'est le rendez-vous incontournable pour les candidats et les recruteurs. Le classement, il s'appuie sur différents critères: le salaire à la sortie, la carrière des diplômés, leur insertion professionnelle, mais aussi le corps professoral, la part de l'international et de la recherche. Et c'est un classement qui est d'autant plus intéressant si vous souhaitez faire un MBA à l'étranger.
parce qu'effectivement, il recense tous les MBA anglo-saxons, etc. Et comme il est valable et suivi de tous, si vous avez un MBA bien classé au FT, forcément, il sera reconnu pour votre carrière à l'étranger. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce journal, il possède de réels moyens d'investigation. C'est pas un classement aléatoire, ce qui va vraiment sur le terrain. Il fait des enquêtes et il se renseigne. Donc c'est très important pour vous de regarder ça, et aussi, je dirais même, l'historique de ce classement, parce qu'il change chaque année. Donc regardez sur les 4 dernières années, ça vous donne un bon panorama de la performance d'une école. Le deuxième critère, c'est le classement de Business Week, donc l'autre journal. Lui, il existe depuis 1988 et il classe par contre que les MBA américains. Donc moins intéressant évidemment si vous ne souhaitez pas faire un MBA anglo-saxon. Et lui, il mesure en fait la satisfaction globale des employeurs et des étudiants. Donc c'est très bien si vous souhaitez faire un MBA aux États-Unis. C'est un classement qui est vraiment propre à ce marché-là. Donc à suivre de très près. Mais là encore, la chose qu'il faudrait vraiment bien souligner, c'est que chaque classement, comme on l'a vu, s'appuie sur ses critères propres. Et ces critères-là ne sont pas forcément les vôtres. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est de faire la liste de vos propres critères, regarder ce qui compte le plus pour vous, entre l'internationalisation, le corps professoral, le salaire des diplômés. Vous faites votre critère avec des pondérations, et après vous vous reportez au classement de chaque magazine, et vous faites votre classement personnel, parce que le classement pour quelqu'un qui veut faire de la finance à Londres ne sera pas forcément le même que pour celui qui veut faire une start-up, etc. Donc il n'y a pas de meilleur MBA en soi, c'est vraiment le meilleur MBA pour soi qui compte. C'est vraiment quelque chose à regarder à chaque fois. Et une fois qu'on a décidé tout ça, ce qui est très important et qui va demander énormément de temps, avant même que la formation ait commencé, c'est d'étudier chaque MBA à la loupe. Donc il y a 2 questions évidemment fondamentales à se poser. Quel est le programme et qui sont les anciens? Voilà, c'est comme quand vous allez à l'opéra ou au théâtre, vous regardez qu'est-ce qui vous attend pendant les 3 heures à venir. Sinon vous avez parfois quelques désillusions. Pareil pour le MBA, regardez bien le programme. Voilà, qu'est-ce qui est proposé, sous quelle forme, qui sont les intervenants, et aussi qui sont les anciens. Donc où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont aimé, quel profil ils ont, est-ce qu'ils me ressemblent, est-ce qu'ils ne me ressemblent pas, est-ce que j'ai envie de les côtoyer. Tout ça sont les questions à se poser. Il faut que vous vérifiez aussi l'ancienneté du programme. C'est pas parce qu'on est nouveau qu'on est mauvais, loin de là, mais un programme qui a 5 ou 10 ans, voire plus, a une certaine fiabilité, donc c'est toujours intéressant. Regardez bien aussi que la pratique et la théorie soient équilibrées. Voilà, que vous ne passiez pas 1 an et demi à faire des cours théoriques sans aucune idée d'application de ces notions, ou l'inverse, que vous ne passiez pas 1 an et demi à faire des cas pratiques sans avoir vraiment compris ce qu'était un plan de financement ou des choses comme ça pour les entreprises. Et regardez aussi, enfin, la qualité du corps professoral. Est-ce que ce sont des chercheurs, d'où ils viennent, leur CV, enfin, renseignez-vous sur les gens qui vont vous encadrer au cours de la formation. Pour faire ça, mon conseil ou mes conseils, ce sera évidemment de rencontrer les anciens, de participer aux réunions. Donc vous pouvez rencontrer les anciens justement lors de ces réunions ou lors des réunions d'anciens de tel et tel programme, et de multiplier les rencontres en général. Donc sortez de votre bureau, rendez-vous dans les écoles, déjà sur le salon. Je vous conseille vivement de parler en direct avec chaque exposant. Ils auront sans doute plein de choses à vous apprendre, des tas de questions à éclairer. Et aller aux réunions de présentation des écoles quand elles en proposent, c'est toujours intéressant d'écouter, de voir les locaux, l'ambiance. Voilà, c'est très important. D'autres choses auxquelles on pense moins, mais qui sont capitales aussi, c'est de regarder la taille des promotions. Il y a des MBA qui contiennent 15 personnes, d'autres qui en contiennent 60. Alors certains d'entre nous seront plus à l'aise sur des petites promotions parce que on est entre nous, on peut tisser un réseau plus fort, etc. D'autres au contraire souhaiteront multiplier les échanges et voir le maximum de gens, donc choisissez des promotions plus importantes. Le nombre de nationalités au sein d'une promotion, ça c'est donné par tous les programmes normalement. Et c'est intéressant aussi, comme ça vous saurez si vous allez être entre Français, entre Européens,
s'il y a beaucoup d'asiatiques, voilà. Et enfin, le niveau de professionnalisation des participants. Donc c'est toujours bien d'être avec des gens qui ont à peu près le même profil que nous, voire des profils plus avancés. C'est forcément plus enrichissant. Donc ça, c'est très important aussi. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, voilà, ce dont je parlais dès le départ, c'est l'investissement personnel que ça va demander. Donc, imaginons vous avez réussi à trouver le MBA qui correspondait le plus à vos attentes. Il faut faire un dernier petit check sur est-ce que vous êtes prêt à vous lancer par rapport à votre vie personnelle et à votre vie professionnelle. Est-ce que c'est le bon moment? Parce que dans une vie personnelle, vous allez faire votre MBA, d'une part, en part-time ou en full-time, mais vous aurez aussi votre famille qui sera toujours là, et de plus en plus, au fil des jours, au fil des mois, la fatigue, qui est le mot qui revient le plus dans la bouche des anciens. Ils vous diront tous que c'était une expérience magique, mais ils vous diront tous aussi qu'ils étaient très fatigués. Donc c'est pas une blague, il faut le prendre au sérieux. Et ce cocktail magique amènera du stress. Voilà, donc c'est un tableau un peu noir que je dresse, mais il faut vraiment en être bien conscient. Donc dans votre vie personnelle, avant de vous lancer, qu'est-ce qu'on peut regarder? D'une part, votre conjoint. Thomas en parlait tout à l'heure. C'est hyper important de prendre la décision à deux si vous êtes deux. Parce que le conjoint travaillera presque autant que vous. Il ne sera pas sur les bancs de la fac, non, mais lui, il sera au fourneau, il ira chercher vos enfants si vous en avez, et il vous soutiendra, il vous aidera peut-être dans vos cas pratiques si vous n'y arrivez pas, etc. Donc c'est lui aussi qui va faire la formation avec vous, si bien que certaines écoles proposent aux conjoints de venir assister à un cours une fois dans l'année. Donc ça peut paraître amusant, mais je crois que l'ESSEC fait ça, et finalement c'est assez intéressant, parce que le conjoint, lui, il suit, mais il comprend pas forcément ce que vous faites, etc. Donc là, pendant une journée, il vient et il découvre les cours, il comprend que c'est beaucoup de travail, que vos collègues aussi sont exigeants. Donc ça vous permet voilà, de lui faire partager votre expérience. Attention aussi aux enfants en bas âge. Déjà, qu'en temps normal, ils demandent beaucoup d'investissement. Imaginez si en même temps vous faites un MBA, la journée vous travaillez, la nuit vous changez des couches ou vos conjoints le font. Croyez-moi, ça va alourdir votre barque considérablement. Donc pour les femmes, mais aussi pour les hommes, si vous avez le projet de faire un enfant et un MBA, essayez de le décaler. Au moins ça vous évitera d'en rater un des deux. Voilà. Et assurez-vous aussi le soutien de vos proches. Très important. Il n'y a pas que votre conjoint, aussi tous vos amis, vos activités associatives ou même vos amis, vous allez moins les voir. Il faut être honnête pendant cette année ou ces 2 ans. Donc voilà, faites-leur comprendre ça. Aussi, assurez-vous leur soutien, voilà, pour être aidé au quotidien, épaulé, encouragé, c'est important. Il ne faut pas que vous soyez tout seul. De toute façon, vous ne serez jamais seul puisque vous serez au sein d'une promotion. Mais le but, c'est pas non plus de se couper du monde complètement. Voilà. Et par rapport à votre vie professionnelle, il y a aussi de gros enjeux. Parce que là encore, vous allez faire votre MBA, vous allez continuer votre travail, et en même temps, vous serez fatigué. Voilà. Et tout ça amènera aussi beaucoup de stress, comme pour la vie personnelle. Donc là, les conseils que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est pareil. Choisir le bon moment. Le timing, c'est vraiment très important. Si vous êtes en poste depuis 2 ans ou 3 ans, que vous maîtrisez bien vos dossiers, c'est peut-être le bon moment parce que vous allez pouvoir vous consacrer plus à autre chose, vous allez être moins stressé par votre boulot, et donc vous pourrez faire de manière plus rapide ce que vous faisiez avant. Donc c'est peut-être le bon moment. En revanche, si vous venez de prendre un nouveau poste, que tout le monde vous tombe dessus, que vous avez 10 millions de choses à apprendre au cours des 6 premiers mois, évitez de faire un MBA parce que vous aurez 10 millions de choses à apprendre au quotidien dans votre entreprise et 1 milliard dans votre formation. Donc ça sera à mon avis trop de stress. C'est pas le bon moment. Bannissez autant que possible les distances géographiques. Si vous faites un full-time, non, j'ai envie de vous dire, allez aussi loin que possible, c'est l'occasion. Mais pour ceux qui choisissent un MBA en part-time, évitez de faire des Lille-Marseille tous les week-ends. Ça va finir par vous user. C'est sûr, les TGV sont confortables et 5 heures ou 6 heures de train vous permettent de travailler vos cas pratiques et d'être tranquille. Mais croyez-moi, ça va finir par être fatigant. Donc il y a des MBA valables partout en France.
Vous allez pouvoir en découvrir plusieurs sur le salon, à Montpellier, à Toulouse, à Lyon, à Nantes, à Lille, etc. Choisissez 101, qui correspondent à vos attentes et qui soient pas trop loin à choisir. C'est toujours mieux. Et là encore, votre conjoint et vos proches vous remercieront. Voilà. Autre chose et dernière chose à prendre en compte dans sa vie professionnelle, soyez soutenu par votre hiérarchie et soyez discret. Soutenu pourquoi? Parce que il va falloir que votre patron valide dans un premier temps votre décision de faire un MBA pour ceux qui choisissent de rester dans leur société et comprennent aussi que vous allez avoir un emploi du temps différent, changé, que vous allez être absent parfois. Donc ça c'est une chose en amont, mais en aval aussi, si vous gérez des équipes, il va falloir que vous déléguiez aussi une partie de votre travail et donc faites-leur comprendre ça aussi, que vous le week-end vous ne partez pas ne rien faire. Si vous partez le vendredi, c'est pour faire une formation qui va amener une valeur ajoutée. Vraiment, la clé de la réussite du MBA dans son entreprise comme dans sa vie personnelle, c'est la communication. Soyez très clair sur ce que vous allez faire, expliquez-en les enjeux et voilà, ça vous permettra d'être mieux compris et de ne pas générer de stress ou de jalousie au sein de vos équipes. Et pourquoi je disais aussi soyez discret, ça c'est valable avant comme pendant votre MBA. Effectivement, le MBA, c'est une formation d'excellence et qui va éventuellement susciter quelques jalousies. Donc, par rapport à ça, quand vous prenez la décision de faire un MBA, parlez-en autour de vous, mais soyez discret, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire, lui, il le fait et pas moi, les RH ont bien voulu qu'il le fasse et pas moi, en plus, il a été financé par sa formation, alors que Jean-Marc, lui, il a dû le payer tout seul, enfin bref. Ce genre de choses, si vous pouvez les éviter, c'est mieux. La question du financement, je ne l'ai pas abordée dans cette conférence, mais c'est aussi quelque chose de très important. Est-ce que vous allez le financer vous-même ou est-ce que c'est votre société? Dans tous les cas, n'en dites pas trop, ça sert à rien et ça ne pourra qu'amener plus de sources de désagréments. Donc c'est pas la peine. Voilà. Donc suite à cette conférence, est-ce que vous pensez, vous, être prêt pour un MBA par rapport à tout ça? Est-ce que vous aviez pensé à toutes ces questions? Qu'est-ce qui va changer dans votre raisonnement? En tout cas, l'équipe MBA Time vous souhaite bonne route. J'espère que vous allez pouvoir trouver d'autres clés sur le stand en parlant avec les exposants et découvrir de nouvelles choses. Cette conférence, pour ceux qui ont eu des soucis pour le son ou ceux qui veulent la revoir ou la forwarder à un collègue, elle sera disponible en podcast dès sa fin, d'une part. Et j'ai aussi, avec l'équipe, fait un petit livre blanc sur les MBA qui reprend en substance le contenu de la conférence et qui est très bien expliqué. Et dedans, j'aborde aussi la question du financement, du GMAT et du programme, qu'est-ce qu'on apprend au cours d'un MBA. Donc je vous conseille de le télécharger pour le lire. Ça sera forcément instructif pour vous. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment, vous pouvez les poser sur le chat et j'y répondrai si je peux. Voilà. Pensez-vous que les MBA à distance, comme Open University, est-ce que malgré la notoriété moins importante, les employeurs apprécient le fait que les élèves d'un MBA à distance apprécient le côté rigoureux? Un MBA à distance, vous parlez d'un MBA en ligne, Alexandra, parce que c'est ça, voilà, ok. Alors pour être tout à fait honnête, je connais beaucoup moins ce secteur-là. Je connais quelques MBA en réel. Après, les MBA en ligne, je les connais moins, mais pareil, je pense que le mieux, c'est de regarder les anciens, qu'est-ce qu'ils font, et de leur poser des questions, de regarder si les MBA sont accrédités. Voilà, ça c'est vrai que c'est peut-être un peu le Far West aussi. Bon, pour le coup, renseignez-vous bien, ne prenez pas de risques. Voilà. Voilà, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au MBA, à votre projet? Ou est-ce que tout était clair? Est-ce que ça vous a donné les clés? Quelques clés? Bon, bah écoutez, si c'est clair, si ça vous a intéressé, j'en suis ravie. Franck a une question.
Alors Jean-Louis, ça dépend du MBA que vous choisissez. La plupart des MBA vont vous demander de passer le GMAT et moi je l'ai passé, je peux vous dire que c'était pas facile. C'est vraiment assez compliqué, donc si vous voulez avoir un bon score, il faut vraiment avoir un niveau d'anglais assez élevé. Maintenant, d'autres écoles font l'impasse là-dessus, et puis toutes les écoles ne donnent pas les cours en anglais, mais pour celles qui les donnent en anglais, il faut quand même être assez fluent pour comprendre. Donc je recommande, si vous vous sentez pas très solide sur vos bases d'anglais, de faire une petite formation au préalable ou de partir pendant vos vacances dans un pays anglophone pour rafraîchir tout ça. Romain me demande si les MBA ont toujours autant de prestige qu'il y a quelques années. Alors ça dépend sans doute de quel MBA on parle. Après je pense que c'est oui une des formations qui reste de toute façon les plus prestigieuses pour les recruteurs. Mais là encore, comme je disais dans la présentation, ce qui compte vraiment c'est le MBA dans un parcours professionnel, dans un plan de carrière. C'est-à-dire que les recruteurs vont pas être simplement impressionnés par le fait que vous ayez fait un MBA. Si derrière vous, il n'y a rien et si devant vous, il n'y a rien, ça ne marchera pas. Maintenant, un MBA, même un des moins prestigieux, s'il s'inscrit dans un plan de carrière très cohérent, il aura forcément toujours autant d'impact qu'avant auprès des recruteurs. Alors, Gilles me demande quels sont les prérequis pour les cadres autodidactes. Ben ça j'ai envie de dire, ça dépend des institutions. Ils vont regarder votre dossier, donc ce que vous avez fait avant, mais le diplôme initial en formation initiale n'est pas forcément important. Ce qui compte, à mon avis, le plus, c'est votre niveau de responsabilité aujourd'hui et vos résultats éventuellement au GMAT si vous le passez. Voilà, je pense que c'est vraiment ça qui vaut le plus, puisque justement, si vous avez déjà fait HEC ou Polytechnique, un MBA, ne le faites pas. Enfin, vous pouvez toujours faire un MBA à Harvard, mais ça sera pas forcément nécessaire de refaire un MBA à HEC alors que vous avez déjà fait HEC. Au contraire, le MBA, il est là pour ceux qui n'ont pas eu de formation initiale de telle envergure. Donc c'est justement, à mon avis, la formation des autodidactes et autres profils atypiques. Alors, Claude me demande quand sera disponible le podcast. Normalement, dès que j'ai fini, il est disponible. Dès que je coupe la conférence, vous pourrez le voir. Quelques minutes après, me signale le directeur technique, le temps qu'on le charge. Voilà, et au pire du pire, cet après-midi. Alors Franck nous dit, j'ai demandé à suivre un exécutif MBA cette année, je suis de formation technique, et je pense que ça serait un plus pour ma carrière. Si l'entreprise ne souhaite pas aller dans ce sens, avez-vous déjà vu des salariés changer d'entreprise avec négociation de pouvoir suivre un MBA en partenariat avec la nouvelle entreprise? Alors, bon, ça, faut vraiment que... Voilà, je pense que c'est... si par exemple vous êtes chassé par une entreprise, et que l'entreprise, donc il y a un chasseur de tête qui vient vous voir et qui vous dit Alcatel ou Alstom vous veut absolument, peut-être que vous pouvez parler de ça. Maintenant, c'est sûr que, comme je le disais tout à l'heure, prendre un nouveau poste et faire un MBA en même temps, ça va être très très compliqué pour vous. Donc c'est pas forcément le mieux. Maintenant, si l'entreprise ne souhaite pas aller dans ce sens, c'est peut-être juste pour le financement. Peut-être que si vous acceptez de le financer vous-même ou avec quelques aides, vous pourrez faire le MBA. Donc à vous de voir là-dessus. Demandez-leur pourquoi ils veulent pas une telle formation. Voilà, c'est peut-être que est-ce que c'est vraiment la formation qu'il vous faut par ailleurs? Réfléchissez à ça. Claude me demande, est-il pertinent de suivre un MBA quand on a un senior 45-50 ans? Il y a peut-être d'autres formations. Voilà, Levana nous le précise. Voilà, l'âge moyen tourne autour de 40 ans, donc ça dépend en fait de là où vous en êtes dans votre carrière. Mais il y a aussi d'autres formations comme le management général à l'ESSEC qui est peut-être plus adapté pour des profils plus seniors. Et n'oubliez pas non plus qu'un MBA, si l'âge tourne autour de 40 ans, vous allez peut-être aussi vous retrouver avec des juniors qui ont moins d'expérience. Donc si vous trouvez une formation où le profil des participants correspond au vôtre, c'est peut-être plus enrichissant pour vous aussi. Alors Ramzi, le plan de carrière professionnelle est important, oui. Une décision managériale peut changer du jour au lendemain. Oui, c'est sûr. Comment peut-on prévoir le risque?
Bah ça, de toute manière, dans la vie, on maîtrise pas tout, voire même quasiment rien. Donc, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir une idée en tête. Voilà. Qu'est-ce que Levana nous dit? Comment savoir si on va se faire écraser demain? Non, faut pas. Voilà, on peut jamais tout savoir. Donc, le mieux, c'est de savoir ce que nous on veut dans l'absolu et de continuer dans cette perspective-là. Après, les paramètres extérieurs, on ne peut pas tous les maîtriser. Vous pouvez les évaluer et selon votre aversion au risque, choisir ou non de faire la formation. Mais dans tous les cas, si dans votre plan c'est cohérent, vous ne perdrez pas parce que vous pourrez toujours rebondir. Et le contexte actuel, on espère, va pas s'éterniser encore une dizaine d'années. Donc c'est toujours quelque chose, c'est toujours un plus pour vous de toute façon. A-t-on une idée du taux d'admission à demi-candidat, même si bien sûr cela dépend des écoles. Ben, ça, en fait, les écoles en général donnent tous ces chiffres-là, donc vous pouvez avoir, Antoine, tout ce qu'il vous faut à ce niveau-là en leur demandant. Kevin, vous pensez qu'après avoir fait HEC à Liège, il n'est pas utile d'effectuer un MBA si celui-ci est fait dans un établissement aux États-Unis? Alors, HEC à Liège, je ne sais pas ce que c'est. Mais peu importe, en tout cas, même si vous avez fait HEC à Jouy-en-Josas ou autre, oui, ça sera toujours pertinent dans un plan de carrière où vous souhaitez travailler dans un cabinet de conseil à New York ou dans la finance à Londres, parce que les MBA internationaux aux États-Unis apportent quelque chose de différent. Pour le coup, je connais quelqu'un qui a fait HEC à Jouy-en-Josas, qui travaille dans un cabinet de conseil parisien, et son cabinet lui a financé un MBA à New York. Donc, vous voyez, c'est complètement cohérent. C'est pour certains profils très spécifiques. Et puis il y a aussi des profils qui aiment apprendre et qui continuent. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas. Alexandra, il faut aussi voir les programmes qui permettent d'interrompre au cas où, qui accroît la charge de travail. Voilà, un bon conseil pour Kevin. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions? Ou est-ce qu'on a fait le tour? De toute façon, toutes ces questions-là, vous pourrez aussi les poser aux exposants qui seront sans doute plus à même que moi encore pour y répondre, puisque eux vont avoir toute l'expérience des anciens et des tas d'anecdotes à vous raconter. Bon, bah écoutez, si pour vous on a fini, pour moi c'était parfait. Merci. Donc je clôture la conférence. Vous pourrez retrouver le podcast dès cet après-midi au plus tard. Merci Antoine. Et profitez bien du salon. N'hésitez pas à demander tout ce qui vous intéresse aux exposants. C'est le moment. Et à écouter les autres conférences que certains d'entre eux vont vous proposer. Voilà. Ben, bon salon à vous. Au revoir.